Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce numéro spécial. Vous allez aimer, vous allez adorer, vous allez vous énerver, vous allez vous réjouir, vous allez rire, vous allez vous poser des questions. Alors, j'accueille aujourd'hui dans Écho de Paris, c'est sur Vox Africa, la femme, on va dire, la femme africaine qui a le pouvoir de fâcher des présidents, justement. Elle a le pouvoir de faire en sorte que la toile s'enflamme, les consciences s'enflamment également. Et on peut dire en fait que c'est l'expulsée la plus célèbre d'Afrique. Oui, vous avez deviné, il s'agit bien de Nathalie Yamb, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui dans Écho de Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour Eugénie. Comment tu vas? Très bien, merci. Bon, alors, les règles du jeu, ça va durer 52 minutes. Tu vas devoir affronter les questions de la calebasse. D'accord. En terminant, écrire sur le livre d'or et puis répondre évidemment à mes questions. Alors, j'en profite pour vous dire, mesdames et messieurs, que si vous souhaitez réagir après cette émission, eh bien, c'est l'occasion. Vous nous écrivez france@voxafrica.com. Ceci dit, eh bien, voici ma première question. Nathalie Yamb. Alors moi, quand je t'ai écouté lors de ce sommet de Sochi, c'était en octobre dernier, donc c'était à l'occasion du Forum économique russe-Afrique, quand je t'ai écouté déclamer ce discours, j'ai dit oh, mon Dieu, on va l'assassiner. Elle va mal finir. Alors, est-ce que c'est du culot, c'est le goût du risque? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire ce discours historique? C'est l'habitude, je dirais. Oui, c'est l'habitude. C'est pas un discours qui est nouveau pour moi. C'est un discours que je tiens depuis de longues années. C'est peut-être l'endroit qui était différent. Oui. C'est la circonstance. Voilà. Oui. C'est la circonstance qui était différente. Au lieu d'être tenu quelque part à Abidjan ou à Daloa ou à Yamoussoukro ou à Yaoundé, Douala, Dakar, il était cette fois-ci tenu en Russie et devant un parterre de chefs d'État, de chefs d'entreprise, de diplomates, d'opérateurs économiques. Et je pense que c'est pour ça que ça a eu cette détonation. Sinon, je suis une aficionado de dire les choses comme elles sont. Et ça fait très longtemps que je suis comme ça. Donc, je n'ai pas eu d'appréhension particulière. Tu n'as pas eu peur? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Alors, on va rappeler à ceux qui ne le sauraient pas que tu es conseillère exécutive de Mamadou Coulibaly et qui est donc candidat à la présidentielle ivoirienne de 2020. On va rappeler également que tu as été expulsée du territoire ivoirien pour, je cite, activité incompatible avec l'intérêt national, sans escorte policière, sans ton avocat. Donc, tu as été embarquée en direction de la Suisse, qui est ton pays. Qui est le pays de ma maman, tout à fait. Le pays de ta mère, ton père est camerounais et tu es suisse de mère. C'est ça. C'est bien ça. Alors, comment on se sent quand on est pris dans cette espèce de... Il y a quelque chose qui est en train de cette détonation, comme tu as dit. Comment on se sent, comment on vit les événements de l'intérieur? Bon, déjà, on va dire en rentrant de Sochi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé là-bas. Oui. Parce que moi, j'ai fini mon discours et puis je suis entrée dans l'avion. Sochi, c'était à 27 heures d'Abidjan, donc je n'étais pas vraiment connectée jusqu'à mon retour en Côte d'Ivoire. Et c'est à l'aéroport, je vais d'ailleurs raconter peut-être une anecdote, mais je voyageais avec le professeur Coulibaly, qui est la star chez nous dans le parti et tout. Et lorsque j'attendais mon bagage à l'aéroport d'Abidjan, il y a quelqu'un qui est sorti, qui est venu, qui dit « C'est vous qui avez fait le discours en Russie ?» Et puis, je dis « Oui, oui ». Il dit « Est-ce que je peux faire une photo avec vous ?» Et puis, c'est le professeur Coulibaly qui a fait la photo. Donc, c'est la star, du coup, qui... Donc, j'ai vu qu'il y avait une sorte... basculement. Un renversement des choses qui se passaient, mais bon, je savais que le discours n'avait pas plu parce que j'avais directement été... Enfin, il n'a pas plu... Il n'avait pas plu à certaines personnes. Certaines personnes. Voilà, il avait beaucoup plu dans la salle, il y avait eu beaucoup d'applaudissements. Je
Je crois que même les animateurs russes du panel se sont dit, tiens, il y a un truc qui se passe là. On ne comprend pas, mais il y a un truc qui se passe. Mais sur place, il y a un représentant de l'ambassade de France qui avait foncé sur moi juste après pour me dire, oui, non, mais de toute façon, ce que vous dites sur le CFA, c'est pas vrai, c'est un mythe, etc. Donc je savais que ça avait titillé certaines personnes. La réaction des autorités en Côte d'Ivoire, bon, ça fait 8 ans que je suis membre de Leader. J'ai toujours la même façon de les titiller, de parler. Alors justement, explique-nous comment tu te retrouves en Côte d'Ivoire, comment tu te retrouves à adhérer à un parti dans un pays qui n'est pas le tien. Bon, pays qui n'est pas le mien, j'ai un problème avec ça parce que ce n'est pas les frontières qui ont été tracées en 1884 par des colons là-bas à Berlin qui définissent où est mon pays. Je suis chez moi partout en Afrique. Oui, mais c'est aussi pour cette raison que les autorités ivoiriennes t'ont expulsé quelque part. Oui, bon, ça c'est des comportements de laquais. Oui, mais moi, en tant qu'Africaine, je me sens chez moi partout en Afrique et je ne me laisse pas imposer des frontières par des tierces personnes qui se partageaient un gâteau, on va dire. Donc, mon terrain d'engagement politique en Afrique, partout en Afrique, pour moi, est naturel. Pourquoi la Côte d'Ivoire? C'est vrai que je ne me suis engagée politiquement qu'avec Leader. Avant, j'avais des opinions politiques, mais je ne me suis jamais engagée dans un parti. Tout simplement parce que j'ai constaté, il y a belle lurette de cela, que tout était interconnecté. Et que ce qui me manquait en Afrique, c'était des hommes de conviction, des hommes de vision, des hommes qui ont de l'ambition pour leur pays, pas pour eux-mêmes. Et je dois avouer qu'après avoir scanné l'Afrique francophone, j'ai eu l'occasion aussi pour mon métier de voyager dans beaucoup de pays, de travailler dans beaucoup de pays. Le pays où j'ai trouvé cette personne-là, cet homme politique capable de porter et de concrétiser, c'était Mamadou Coulibaly en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, on va l'aider à devenir président de la République. Et puis, lorsqu'il sera président de la République, comme tout ce qui se passe en Afrique francophone, ça aura un effet domino sur les autres pays de la zone franc. Est-ce que tu penses que si Mamadou Coulibaly remporte l'élection présidentielle en 2020, c'est tout proche là, Côte d'Ivoire, tu penses que ça va vraiment changer la donne? Les questions du franc CFA, de nos souverainetés, de l'armée, enfin absolument. De l'armée française en Afrique, tout va changer. Oui, absolument, j'en suis convaincue. Enfin, tu as la conviction? Je suis convaincue que ça va changer parce que la Côte d'Ivoire est un poids lourd de la zone franc. C'est la base principale de la France, c'est l'appui principal de la France dans la zone, dans son soi-disant précaré. Et si le pilier du précaré s'en extirpe, alors tout le reste va suivre. Et puis, on a eu à constater depuis les indépendances que tout est venu en série en Afrique. Si vous regardez les dates des indépendances, c'est 1960, les unes après les autres. Quand quelqu'un se met à parler d'émergence dans un pays, tous les autres présidents reprennent la thématique. Lorsqu'on parle de crise économique, conjoncture économique, ça se passe partout. Ben, de la même façon, la sortie du franc CFA aura un effet cascade, j'en suis convaincue. Mais la tâche quand même n'est pas aisée, puisqu'il y aura quand même plusieurs candidats en Côte d'Ivoire. Mamadou Coulibaly est un homme singulier, qui est probe, qui a une vision, mais il est quand même considéré par beaucoup d'Ivoiriens comme celui qui a trahi Laurent Gbagbo. Comment tu fais avec ça? Non, moi c'est pas moi qui ai un problème avec ça, puisque moi je sais qu'il n'a pas trahi Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo sait que Coulibaly ne l'a pas trahi, Coulibaly sait qu'il n'a pas trahi Laurent Gbagbo. Je me dis, il y a des gens qui ont des opinions, mais même de plus en plus, je constate que les gens revoient. C'est dans l'émotion qu'ils se disaient « Ah, mais il a trahi parce que tout simplement, il a fait le choix en 2011 de ne pas rester assis sur ses talons à attendre que Gbagbo vienne nous libérer en Côte d'Ivoire, mais il est parti du principe de dire c'est ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas en prison, qui doivent lutter pour libérer ceux qui sont en prison. Le FPI tel qu'il existait à l'époque est à terre. Il a une connotation qui est très difficile à gérer. Je rappelle, on est en 2011. Changeons de nom, remettons-nous debout et battons-nous. Quand Mandela a été emprisonné, on ne savait pas si c'était pour 2 jours ou 15 jours. Finalement, c'était 27 ans. Gbagbo est parti.
On ne sait pas pour combien de temps, battons-nous pour qu'il revienne. Beaucoup à cette époque-là étaient là et disaient non, il ne faut pas toucher à la créature en l'absence du créateur et ce genre de choses. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup d'eau, énormément d'eau a coulé sous les ponts. Laurent Gbagbo et Mamadou Coulibaly se voient de façon régulière. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui a compris qu'il n'y avait pas eu de trahison. Et au contraire, Gbagbo a toujours été le premier à le dire. Mamadou, là, c'est comme ça qu'on l'aime, il faut le prendre comme ça. Ok. Alors, voici la calebasse de la vérité. Ah ah. Ok. Donc, je vais te poser des questions. Et avant d'y répondre, il faut que tu jures la main sur le cœur que tu diras toute la vérité et rien que la vérité. D'accord. Est-ce que j'ai un cœur? J'ai l'impression que tu as... tu as pas de cœur. Waouh. Chante-nous la chanson du moment. Oh là là. Ah. Ah. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Voilà. Bravo. Alors, ce discours-là, ce discours qui appelle à l'autodétermination de l'Afrique, hein, ce discours que tu as prononcé, qui te l'a écrit? Ça vient de toi? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Tu as parlé du franc CFA, tu as parlé des bases militaires françaises en Afrique, tu as parlé de ces présidents qui sont à la solde de la France. Ces idées que tu as véhiculées, que tu as toujours véhiculées, mais qui sont tout d'un coup apparues comme une détonation, comme une déflagration lors de ce sommet, ce sont les idées de Mamadou Coulibaly ou ce sont les tiennes ou c'est un ensemble? Ah, c'est mon discours. Personne ne m'écrit mes discours. Au contraire, c'est plutôt moi qui ai l'habitude d'écrire pour les autres. Il ne faut pas oublier que je suis journaliste de formation, donc j'ai l'habitude des mots. Je m'exprime toujours, j'exprime toujours mes pensées. Maintenant, c'est aussi les pensées de leaders, c'est les pensées de Mamadou Coulibaly, de Madame Monique Liberté Békia, et démocratie pour la République. pour la République, de mon parti. C'est-à-dire, je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de mon discours, c'est mon point de vue et également porté par mon parti et son candidat. Mais je rassure tous ceux qui pensent que les femmes ont en 2019 encore besoin qu'on leur écrive des discours, que c'est possible d'écrire son discours soi-même. D'ailleurs, je ne soumets jamais mes discours à l'approbation de qui que ce soit. Généralement, tous ceux qui sont dans la salle, y compris le leadership du parti, les découvrent quand je l'ai dit. Alors justement, puisque tu parles de femmes et de leadership, moi c'est un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que, comme beaucoup le pensent, que c'est à l'heure actuelle et dans les années à venir, dans ce 21e siècle, que ce sont les femmes qui vont relever l'Afrique et qui vont peut-être imposer en douceur, en toute féminité, une nouvelle façon d'appréhender la politique? J'espère qu'il y aura plus de femmes qui s'engageront en politique. Que ce soit en douceur ou pas, parce que je crois que ce qu'on me reproche souvent, c'est d'être garçon. Justement, un garçon manqué. Voilà. Donc, quelle que soit la façon dont on fait la politique, j'espère qu'elle sera faite de façon franche, par qui que ce soit. C'est vrai que je déplore qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes qui soient engagées, parce que ce soit en politique ou que ce soit en entreprise, il est prouvé que l'influence des femmes est différente. Enfin, apporte un plus, aux différents, que ce soit en entreprise, en politique, aux différents combats. Donc, je souhaite qu'il y ait plus de femmes qui s'y intéressent, mais je pense que l'avenir de l'Afrique sera porté par ceux qui ont les bonnes idées, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. C'est de ne plus se tromper de combat, c'est de ne pas chercher son ennemi dans l'ethnie ou dans tel peuple ou dans telle chose, mais de se rendre compte qu'il y a des paradigmes qu'il faut changer. Et tous ceux qui combattent pour ces idées, pour l'intégration des peuples, pour la liberté, pour que la prospérité soit mieux partagée, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, sont les bienvenus. Alors évidemment, en Afrique, c'est souvent les femmes qui sont les piliers des familles. C'est elle qui travaille, qui gère le ménage, qui s'occupe des malades, qui va au champ, qui fait ceci, qui fait cela. Donc forcément, plus il y aura de femmes qui s'y intéresseront, plus le combat avancera vite. L'ennemi de l'Afrique, c'est vraiment la France, en tout cas pour ce qui concerne la zone francophone. Est-ce que l'ennemi de l'Afrique, c'est vraiment
la France? Je ne pense pas que la France soit un ennemi. Je pense que c'est un adversaire, mais pas un ennemi, le terme est trop fort. Et c'est même pas la France, c'est la politique de l'État français en Afrique. Nous sommes ici en France. Je n'ai pas de problème en France, je n'ai pas de problème avec les Français. Je parle entre autres le français. Je n'ai absolument aucun problème avec la France. Mais la politique française en Afrique se fait au détriment de l'intérêt des Africains. Et je crois que la France, l'État français, ne peut réussir cette mission-là que grâce à des collaborateurs locaux qui permettent à ce système de se pérenniser. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'on commence, c'est-à-dire nous-mêmes, regarder en nous-mêmes, dans le miroir, qu'est-ce qu'il faut changer. Michael Jackson disait « The man in the mirror », si tu veux changer quelque chose, commence par regarder celui qui est dans le miroir. C'est peut-être nous-mêmes, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Alors j'ai lu un tweet où tu comparais les chefs d'État africains à des momies. Non, en fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait eu un tweet d'Emmanuel Macron. Assez dur, comme, oui, qui disait qu'il allait rendre le patrimoine, voilà, artistique à l'Afrique. Et je lui ai suggéré que pour remplacer, puisqu'il y avait une sorte de nostalgie dans son tweet, pour pas qu'il y ait des espaces vides dans ces musées, on pouvait lui envoyer les momies qu'il maintient au pouvoir chez nous en Afrique. Oui, mais bon, ce sont des momies. Il faut les voir. Il y a certains qui sont dans des fauteuils roulants, il y a d'autres qui parlent à peine, il y a d'autres qui se déplacent en tremblotant, il y a d'autres qui sont obligés de prendre l'avion pour aller se faire soigner des sciatiques tous les 2 jours. Bon, ce sont des momies. Il y a quand même 70% de la population en Afrique qui a moins de 35 ans. C'est un peu difficile. Et qui aspire au changement. Qui aspire au changement. Alors, je ne suis pas une aficionado de dire le jeunisme à tout prix. Parce qu'il y a des jeunes qui sont très bêtes. Il y a des jeunes qui ont des idées très rétrogrades et il y a des anciens qui ont des idées très modernes. Mais il est vrai que nos chefs d'État, je viens de voir que la première ministre de Finlande, elle a 35 ans. Je veux dire, on apprécie la jeunesse qui accède à des postes de responsabilité, que ce soit en politique, en entreprise, peu importe. Et puis, nous-mêmes, on est là avec ces personnes, surtout d'un autre temps en termes de pensée, qui n'ont pas compris que les aspirations de leur jeunesse, on n'est plus prêt à accepter ce poids qu'ils mettent sur nos épaules, cette chape de plomb qui empêche aux gens de s'envoler. Mais en même temps, ceux qui les maintiennent en place, ce n'est pas seulement l'État français, c'est aussi quand même nous. L'inertie des populations. C'est nous aussi qui maintenons nos chefs d'État, enfin, ceux qui ne sont plus aptes. C'est nous qui les maintenons au pouvoir. Oui, c'est l'inertie des populations qui se disent que le système, de toute façon, aura raison du choix qu'on pourrait faire dans les urnes. Il y a une sorte de fatalisme qui, année après année, décennie après décennie, englue les populations dans un sort, on se dit, peu importe, même si je vais voter, ils vont tricher. Et même quand il sera prouvé qu'ils auront triché, il n'y aura personne pour condamner à l'extérieur parce que la communauté internationale va dire, bon, c'est vrai que tout ne s'est pas passé comme ça devrait être, mais in fine, c'est bon. Donc ce fatalisme-là, moi, c'est celui-là que j'espérais réveiller à Sochi. Parce que c'est vrai qu'on a dit, tu as parlé à la France, tu as parlé même à la Russie, tu as parlé au chef d'État, mais pour moi, là, j'ai aussi et surtout parlé aux populations africaines. Réveillons-nous. Ne laissons pas le fatalisme. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce que... mais il faut le répéter sans cesse. Il faut montrer aux gens qu'on peut surmonter la peur. Parce que ne pas avoir peur, c'est être mort. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Mais il y a un moment où on doit être capable de surmonter la peur et de se dire « mes rêves sont plus importants que mes peurs ». Alors, on va continuer avec le jeu des questions de la calebasse. Que t'inspire la politique de ton pays? Là, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun. Bon, ça dépend. On peut parler du Cameroun, on peut parler de la Suisse, on peut parler de ce qu'on veut. On est sur Vox Africa, donc on va parler du Cameroun. Non, si on veut me mettre dans un tiroir, il y en a plusieurs. La politique du Cameroun, j'ai créé un hashtag il y a quelques années de ça sur Twitter et sur Facebook, dont je suis assez fière.
pour parler du Cameroun, c'était hashtag pays penché. Voilà. Pourquoi? Pays penché, oui, comme penché. Ça penché. C'est pas droit, c'est penché. Parce que comme dans beaucoup de pays d'Afrique, d'ailleurs, ce n'est pas une particularité du Cameroun, c'est malheureusement les mêmes choses qui se répercutent partout. Il y a un potentiel énorme, il y a une créativité énorme chez les populations. Et puis, il y a un système qui a tout pourri, qui infiltre comme un magma et qui tire tout vers le bas. Et j'ai beaucoup de regrets pour le Cameroun parce que contrairement à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, il y a quand même une liberté d'expression qui est assez extraordinaire. Alors je sais qu'il y en a qui pousseront peut-être des cris d'orfraie, mais il y a plusieurs chaînes de télévision privées. Les gens sont capables d'aller débattre à longueur de journée à la télévision, de s'exprimer dans des termes certaines fois qui sont peut-être même un peu choquants. Il y a un enrôlement électoral qui est ouvert quasiment toute l'année. En Côte d'Ivoire, il y a un enrôlement, chaque fois qu'il tombe une dent au président, il fait des enrôlements de 6 jours. Et quand on a toutes ces possibilités, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer, avoir accès à des médias relativement libres, pouvoir s'enrôler sur la liste électorale, et qu'on se retrouve à la fin avec la même chose qu'en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'enrôlement, on a quand même une liste de 6,5 millions des deux côtés. En Côte d'Ivoire, il y a une seule télé, la RTI. C'est vrai que M. Ouattara vient d'octroyer aux membres de sa famille des licences pour qu'on ait 5 sources d'abrutissement supplémentaires. Mais des sources d'abrutissement. Oui, supplémentaires, parce que ce sera de nouveau de la talakou et de la propagande à longueur de journée. Mais que de l'autre côté, au Cameroun, il y a ça. Et puis on voit où on en est arrivé en 2019 avec les gens qui se tapent dessus, de l'ethnicisme, du tribalisme. La séparation du pays. La sécession, la guerre civile. Il y a suffisamment de problèmes. Notre unique ennemi commun partout en Afrique, c'est la pauvreté. Il ne faut pas se laisser distraire par des palabres que les gens vont mettre en place. Il faut vraiment se focaliser. Quels sont les leviers qui peuvent permettre à la population de sortir de la pauvreté? Alors l'un des leviers, c'est l'autodétermination monétaire, pour ne pas dire financière, cette fameuse question du franc CFA. Où est-ce qu'on en est par rapport au franc CFA? Parce qu'on a vu qu'il y a du côté d'Afrique de l'Ouest, ils vont créer une monnaie, après ils ont dit finalement, du côté de l'Afrique du Sud, ils ont dit non. Donc, on est un peu perdu, on n'a pas forcément toutes les bonnes informations. On sait qu'il y a des intellectuels comme Nakukpo, Kako Nubupko. Voilà. Je m'excuse d'écorcher son nom. Voilà, lui, il est très avancé sur la question, mais est-ce qu'il va être suivi par ceux qui décident, en fait? Non, il ne va pas être suivi. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous battons et Kako se bat aussi pour ça, pour que Mamadou Koulibaly soit président de la République en Côte d'Ivoire, parce que seul un président en exercice peut sortir du traité monétaire. Nous pouvons, nous activistes, nous hommes et femmes politiques, nous journalistes, nous sociétés civiles, nous pouvons en parler autant que nous voulons, mais in fine, tant qu'il n'y a pas un homme ou une femme, président ou présidente de la République, qui prend son stylo, qui écrit une lettre en disant à compter de telle date, mon pays va sortir, merci, enclencher le processus. Tant que ça ne se fait pas, rien ne se fera. Alors, quelle est la réalité du moment? On observe une cacophonie assez extraordinaire. Long story short, rien ne va changer. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, les officiels français répètent à longueur de journée que c'est dans la main des Africains, c'est à eux de décider, nous ne sommes pas opposés à une réforme. Ils nous disent même que le franc CFA ne les arrange plus finalement, mais si ça ne vous arrange pas, quittez. Et de l'autre côté, vous avez des présidents, il y a ceux qui assument ouvertement le fait qu'ils veulent s'agripper au système, je parle de M. Ouattara, de M. Sall. Et puis vous avez ceux qui sont effrayés, mais qui se disent, qui sentent bien que dans l'opinion chez eux, c'est une thématique qui est de plus en plus importante, donc ils essayent de faire comme s'ils sont prêts à faire des pas, mais qui en fait dansent le tango, un pas en avant, 2 pas en arrière. Aucun chef d'État aujourd'hui n'a envie de sortir du franc CFA, aucun chef d'État en exercice. S'il y en avait un qui voulait sortir, il n'attendrait pas que les autres le fassent. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Quand je dis les bonnes raisons, c'est le temps nécessaire qu'il faut
avoir pour mettre en place la feuille de route pour passer de... on est emprisonné dans le franc CFA, maintenant il faut être autonome déjà politiquement, mentalement, spirituellement, économiquement pour se dire maintenant il nous faut une monnaie propre à nous. Tout à fait, mais ça c'est un processus. Quand on dit on sort du franc CFA, c'est pas que du... Mamadou Koulibaly est élu et puis prend fonction le 14 décembre 2020 et puis le 15 décembre, on a notre monnaie. C'est pas comme ça. Ceux qui expliquent ça comme ça, je trouve qu'ils font pas vraiment avancer la cause parce que le sujet est trop sérieux pour être galvaudé avec ce genre de lieu commun. Mais c'est d'abord une volonté politique, c'est le fait de dire nous avons un contrat, comme un contrat de mariage peut se défaire, un contrat monétaire peut se défaire en date d'aujourd'hui. Nous vous annonçons que nous comptons sortir du franc CFA. On diligente un audit du compte d'opération pour voir qui de la France ou de la Côte d'Ivoire doit de l'argent à l'autre. On engage des avocats qui vont dénoncer le contrat à la Cour internationale de justice de La Haye. C'est une autre cour qui est à La Haye, ce n'est pas la CPI, c'est pas la CPI. C'est la Cour internationale de justice qui traite des différends entre les États. Et puis on dénonce le contrat là-bas. En parallèle, on commence à communiquer et à faire des appels à la communauté artistique, à l'opinion publique pour savoir quels sont les noms que vous voudriez, dans lesquels l'opinion du pays se reconnaît. Il faut que les personnes qui vont utiliser la monnaie puissent se reconnaître dans la dénomination de la monnaie, puissent se reconnaître dans l'aspect physique de la monnaie. Donc, c'est des choses qui vont se dérouler sur une certaine période. Voilà. Et puis, en parallèle, il faut surtout assainir la vie politique. Parce que la vraie valeur d'une monnaie, c'est la confiance qu'on place en elle. Alors, si vous avez un système complètement corrompu, dans lequel personne n'est obligé de rendre, vous allez vous retrouver avec des inflations comme au Zimbabwe, n'importe comment. Et puis, quand le président de la République a envie de faire plaisir à sa femme, il appelle le directeur de la Banque centrale, il dit « Madame veut aller faire un tour aux Champs-Élysées là-bas, activer la planche à billets, et puis elle va faire une razzia. » Donc, il y a plein de choses à faire en parallèle. C'est un processus. Mais ce qu'il manque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la volonté politique d'enclencher ce processus. Cette personne, c'est Mamadou Koulibaly. Ok. Alors, on va continuer avec les questions. Oh là là, bon, on va parler de choses moins sérieuses. D'accord. Nathalie Yamb. Donc, je vous rappelle que c'est mon invité aujourd'hui, Écho de Paris. Nathalie Yamb, quelle est ta technique de drague? C'est dur, hein? Parce qu'en fait, on dit que tu es un garçon... Je suis un garçon manqué. Mais bon, c'est vrai que mon garçon manqué ne va pas jusqu'à aller draguer. D'habitude, c'est plutôt moi qui me fais draguer. Oui. Je pense que quand je regarde ma vie passée, je crois que j'ai charmé ceux qui ont partagé ma vie par mon esprit. Oui. Je ne crois pas que ce soit, peut-être que ça a été par mon physique, mais je crois que c'est surtout... C'est les deux. Oui, peut-être, une combinaison de tout, mais je crois que c'est surtout mon esprit. Alors justement, qu'est-ce qui t'a donné cet esprit, pas féminin, mais aussi terriblement féminin? Parce qu'en fait, c'est ça, ce qu'on attend des femmes aujourd'hui, c'est qu'enfin, elles osent être elles-mêmes, qu'elles s'engagent avec toute la féminité, tout l'être qu'elles sont. Est-ce que c'est ton père camerounais, c'est ta mère suissesse? Oui, enfin, je crois qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Je crois que c'est bien sûr forcément l'influence de mes parents. Je dois dire que je viens d'une famille très cosmopolite. On simplifie en disant suisse-camerounaise, mais dans la partie suisse, il y a l'italien, suisse-allemand, suisse-roman, et puis il y a la partie bassa du Cameroun. Ah, ceux qui ont le sang chaud comme ça. Voilà. Ah là 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 là, je comprends maintenant. Voilà. J'ai l'habitude de dire, le président Gbagbo me présentait toujours comme une bantou bété. Donc je suis, voilà, un peu explosée avec un truc de teuton par-dessus. Oui. Donc, et puis je viens d'une famille qui s'est battue beaucoup. Mes parents ne sont pas de la haute, pas du tout. Ma mère est couturière, mon père est menuisier. Moi, j'ai vu mes parents se battre. Mon père a connu ma mère
dans les années 60 en Suisse, quand il était allé faire son apprentissage. Il lui a dit tout de suite, moi là je ne suis pas venue dans votre pays pour rester jusqu'à perpète les oies, donc si tu m'épouses, un jour on va aller dans mon pays. Ils nous ont ramassé, mon frère et moi, on avait en 77. Carrément. Oui, bon, on n'avait pas d'autre mot à dire à l'époque. Ils nous ont amenés au Cameroun en 77. On est aujourd'hui en 2019. Ma mère vit toujours là-bas avec mon père. Waouh, c'est une belle aventure, ça. Elle est plus camerounaise que beaucoup de Camerounais. Elle conduit d'ailleurs comme une Camerounaise. Et ils se sont battus. Quand on a quitté la Suisse, mon père travaillait comme menuisier dans une menuiserie à Colbisson, c'était à l'extérieur de Yaoundé. Il gagnait 44 000 francs CFA à l'époque. On habitait quand on montre aux gens le quartier où j'ai grandi, les gens se disent, mais c'est pas une blanche n'a pas pu habiter là. Il y avait des inondations tous les jours. Quand il pleuvait, tout était inondé. C'est la preuve justement de cette créativité, ce bouillonnement, cette envie, cette niaque qui est propre aux Africains, à la jeunesse. Hein. Alors, du coup, je perds mes idées tellement je me dis, voilà, on peut avoir... Donc, la question que je voulais poser, en fait, c'est justement comment tes parents regardent ton parcours. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu peur? Ils se disent, l'enfant là, mon Dieu, pourquoi il ne reste pas tranquille? Est-ce qu'on ne tente pas d'être une femme? Si, absolument. Surtout mon père, d'ailleurs, à l'époque. Moi, j'ai fait des études de Sciences Po et journalisme, et puis après communication. Et quand j'ai dit, bon, je vais rentrer en Afrique pour voir comment... Il m'a dit, si tu viens ici, là, au Cameroun, faut pas, tu vas être journaliste. Donc, j'ai dit, il dit, non, toi, là, si tu écris, on va te mettre en prison, tu vas finir à Kondengui tout de suite. Donc, vraiment, il faut me promettre que si tu rentres, tu ne seras pas journaliste. Oui. Bon, je n'ai pas été journaliste, mais je crois que... c'est vrai que ma mère et mon père ont eu des appréhensions, mais ma mère a toujours dit que c'est son combat. C'est depuis toute petite qu'elle est dans ça, on ne peut pas la changer. Mon père, c'est vrai, avait des appréhensions, surtout quand je me suis engagée en Côte d'Ivoire, ailleurs. Il me dit, mais toi, tu vas faire la Côte d'Ivoire, la politique loin. On ne connaît personne là-bas qui va te protéger. Je lui ai dit, papa, mais là, tu prends l'accent ivoirien, là, on dirait, là. Mais c'est chez moi. Tu prends l'accent ivoirien, là, Nathalie. Je ne prends pas l'accent ivoirien, là, c'est en moi comme ça, là. Donc, mon père me dit, bon... Et puis là, je dois dire que après Sochi, je crois que la fierté a finalement fait partir la peur. C'est-à-dire que mon père a toujours été a toujours soutenu mon combat. C'est-à-dire il comprend, je pense que les Camerounais comprennent bien le combat d'émancipation qu'on a envie de mener. Mais justement, est-ce que ce combat, tu ne pourrais pas aussi le mener au Cameroun? Comme je l'ai dit il y a un vrai besoin là-bas aussi. Comme je l'ai dit en entame, je l'aurais mené partout où j'aurais identifié un homme ou une femme politique qui est capable, que je vois capable de faire. Alors, le président Rawlings m'a dit un jour que lui, il se mettrait à ma disposition comme directeur de campagne si moi-même j'étais candidate pour présider un pays. Je lui ai répondu, aidons d'abord Mamadou Koulibaly à le faire en Côte d'Ivoire. Quand on aura fait ça là, on va voir ce que je vais faire. Voilà. On va. Ok. Alors, on va continuer avec le jeu des questions. Quel est le personnage de ton pays qui t'inspire, en dehors de Mamadou Koulibaly? Le personnage de mon pays qui m'inspire. Bon, là, tu peux pas choisir la Suisse, hein, aussi. Non, ce n'est pas un pays qui m'inspire. Moi, c'est ma mère qui m'inspire. Alors, c'est le personnage de mon pays, parce que là où elle est, je suis. Ma mère m'inspire énormément. C'est une battante. C'est quelqu'un qui a perdu ses parents très tôt, qui a élevé des enfants dans un pays qui n'est pas le sien, qui a surmonté plusieurs cancers. C'est une femme extraordinaire qui a 73 ans aujourd'hui, est mariée depuis 52 ans à quelqu'un d'une autre race, on va dire, d'une autre couleur de peau, qui vit dans ce pays, qui soutient les combats que je mène, même si elle a un peu peur, mais elle s'efforce de ne pas me montrer sa peur. Pour moi, c'est une héroïne. Elle m'inspire tous les jours et je suis bénie qu'elle soit encore en vie et j'espère que ce sera très longtemps le cas. On le souhaite aussi. Alors, dans un univers, dans un parti politique, hein, je rappelle donc que tu es conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly. Bon, maintenant que tu ne résides plus en Côte d'Ivoire, comment tu continues à exercer ton rôle de conseillère? Vous savez,
On est à l'ère du digital, à l'ère du téléphone, des médias sociaux, tout ça, je continue. J'ai commencé à être la conseillère exécutive du professeur Koulibaly. J'étais encore basée au Ghana, où j'exerçais encore comme DRH de MTN dans la zone. Donc, ça ne changera absolument rien à mon activité de conseil. Par contre, je pense que le fait d'avoir été expulsée et de devoir maintenant rester loin de la Côte d'Ivoire va plutôt me donner de nouvelles fonctions de représentation, de leader à l'international. Et partout où je serai capable de contribuer à Alors, l'éclosion. on sait que la politique, c'est un univers impitoyable, n'est-ce pas? Surtout quand on est une femme. Si tu avais un conseil à donner à toute personne qui veut s'engager en politique, que ce soit un homme et une femme qui doit diriger un parti, quel serait ce conseil pour exister, une personne qui a des idées comme toi, qui veut faire avancer son pays, son parti, l'Afrique? Quel est le conseil que tu donnes? Être soi-même et dire la vérité. Ne pas penser que la politique doit être un moyen de faire des coups. Faire un coup ici, faire un coup là. Ne pas penser que la politique doit être un moyen d'enrichissement. Ne pas penser que pour réussir en politique, il faut s'agenouiller. La politique ne doit pas être un moyen d'enrichissement. Ça va être dur à faire avaler aux gens, ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, actuellement, c'est le cas. C'est-à-dire que pour devenir riche en Afrique, il faut passer, il suffit d'être ministre et puis, ou de suivre quelqu'un, et puis on devient riche. Mais justement, la vraie politique, celle dont nous avons besoin en Afrique, c'est celle dans laquelle les hommes et les femmes politiques sont au service. Si vous n'avez pas la flamme intérieure, c'est une vocation. C'est une vocation parce que vous prenez des coups. Vous devez en donner aussi, bien sûr, certaines fois. Mais c'est très violent, tu l'as dit. Pour une femme, tu te fais insulter matin, midi et soir, surtout si tu n'es pas conventionnel, tu n'entres pas dans le moule. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle le politiquement correct. Moi, je suis pour une redéfinition. Non, je suis pour une redéfinition du politiquement correct. Pour moi, ce qui est politiquement correct, c'est de dire la vérité aux gens. C'est tout. C'est ça, le politiquement correct. Le reste, là, c'est du mensonge, du bouilla-bouilla. Quitte à froisser les gens? Ah oui, mais en fait, je préfère savoir la vérité et dealer. J'ai toujours été comme ça, même en entreprise. Tu es cash, quoi. Si vous demandez à mes ex-collaborateurs dans toute ma carrière, ils vont tous vous dire, elle est dure, mais au moins avec elle, on sait où on en est. Au moins, c'est clair. Voilà. Alors, tu as aussi parlé à l'occasion de ce discours de Sochi des bases militaires françaises en Afrique. Ouais. On sait qu'il y a la menace de Boko Haram et compagnie. Si, par exemple, l'État malien, les Maliens décident qu'ils ne veulent plus qu'il y ait de militaires qui viennent les sortir de ce pétrin-là, nous sortir de ce pétrin, la menace terroriste, est-ce que nos armées africaines sont suffisamment outillées pour contrer la menace Boko Haram et compagnie, le terrorisme? Bon, déjà, je ne pense pas que la présence des armées étrangères les ait sortis d'un quelconque pétrin, puisque nous sommes encore là depuis Serval jusqu'à aujourd'hui, Barkhane. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, l'avancée des terroristes semble assez inexorable. Donc, je ne pense pas que la présence de troupes étrangères ait eu un effet bénéfique. Maintenant, il est clair que les armées africaines sont sous-équipées, mal entraînées, indisciplinées. Ça, c'est clair. Comment s'en sortir? Alors, nous, à Leader, nous avons une proposition. C'est de dire que le Ghana n'est pas en guerre avec la Côte d'Ivoire. Le Mali n'est pas en guerre avec le Burkina Faso. Au lieu d'avoir des militaires à l'intérieur de nos frontières respectives, qui sont souvent là pour plutôt soit faire des coups d'État, soit martyriser la population civile, si au lieu de les laisser là, dans ces rôles-là qui ne nous servent à rien, on mutualisait nos forces de défense pour sécuriser l'espace extérieur de la zone ouest africaine et que les Africains d'Afrique centrale faisaient la même chose là-bas. Donc alors, en fait, tu pour une création d'une armée africaine voilà, la régionale. Mutualisation des forces de défense et maintenant doter ces armées-là surtout d'outils de renseignement. Ce qui nous manque, c'est du renseignement.
et puis les équiper de façon à ce qu'ils puissent défendre. Moi, à Sochi, dans le même panel que moi, il y avait Marie-Noëlle Koyara, la ministre de la Défense centrafricaine, qui nous a expliqué tous les problèmes qu'ils ont eus pour reformater l'armée. Une fois que l'armée a été entraînée, disciplinée, maintenant obtenir des armes, ah non, il y a des embargos. Parce qu'ils ont fait, et il n'y a que la Russie qui a accepté des opérateurs russes, ce n'est pas la Russie en tant qu'État, mais des opérateurs russes qui sont venus pour entraîner, reformater l'armée, qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien là-bas. Donc, on peut avoir besoin d'une assistance, d'un appui extérieur, mais pas pour mener le combat à notre place, mais pour nous encadrer, faire un transfert de savoir, un transfert de compétences, nous-mêmes nous doter d'appareils de renseignement et surtout éviter, sortir de ce carcan qui est la tutelle française à l'ONU. Parce que tant que la France sera notre tuteur à l'ONU, elle bloquera toujours toutes les demandes qu'on peut faire, toutes les demandes et les décisions, elle utilisera son pouvoir. Il faut qu'on puisse nous-mêmes décider que quand vous êtes dans une guerre contre Boko Haram, quand vous êtes dans une guerre contre AQMI, ce n'est pas des guerres conventionnelles, c'est des guerres asymétriques. Mais pour combattre, quand on est dans des guerres asymétriques, on utilise des moyens non conventionnels. Aujourd'hui, on menace nos dirigeants, oui, mais si vous allez et puis vous effacez les rebelles, vous risquez de vous retrouver jugé à La Haye pour crimes contre l'humanité. On oubliera que c'est eux qui ont commencé les palabres. Bon. Alors, question sur Vladimir Poutine. Oui. Bon, j'ai envie de te dire que c'est bien ton discours. Il est entré dans l'histoire. Tu es entré dans l'histoire grâce à ce discours. Mais en même temps, Vladimir Poutine n'est pas forcément un garçon de cœur, n'est-ce pas? Moi, ce que je déplore chez nous, c'est que on est sous l'emprise de la France, pour l'espace francophone africain évidemment, et on dit, bon, maintenant on ne veut plus de la France, on peut chercher d'autres sauveurs. Vladimir Poutine. Comment tu vois la relation entre la Russie et l'Afrique? Je pense que mon discours de Sochi a été très clair là-dessus. J'ai dit on n'est pas à la recherche d'un nouveau maître ou d'un nouveau tuteur ou d'un nouveau propriétaire. Oui, mais est-ce que Vladimir Poutine l'entend de cette oreille? Ah, mais il l'entend de la façon dont on le lui dit. Je veux dire, et pas seulement lui d'ailleurs, les autres acteurs dans le monde, parce qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur la Russie. Seuls les Africains réussiront à sauver l'Afrique. Oui. On se focalise sur la Russie parce que c'est quand même, voilà, le fait qu'il ne soit pas en odeur de sainteté avec la France renforce aussi l'image qu'il renvoie de lui au reste du monde. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement son image, qui maîtrise son pays, même si on sait que quelque part c'est aussi un autocrate. Mais il n'est pas à la solde ni des États-Unis, bon, ça dépend, ni de la France. Oui, je pense que, en tout cas, en ce qui concerne la politique qu'il mène, que nous voyons de l'extérieur, on se dit que c'est quelqu'un qui, d'abord, qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas, mais qui respecte sa constitution. Oui. Et puis, moi, j'ai été plusieurs fois en Russie maintenant, que j'ai découvert, c'est-à-dire que j'arrivais en Russie avec vraiment l'imaginaire de stalinisme gris. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne de l'Ouest, et ce que je connaissais de la Russie, c'était ce que je voyais en Allemagne de l'Est. Et quand tu arrives en Russie aujourd'hui, tu te dis, waouh, ah bon? Donc il y a un monde comme ça, c'est dynamique, c'est ambitieux, ils comptent sur eux-mêmes en termes de médecine, en termes d'école, en termes de santé. À Sochi, justement, au forum, on a eu l'occasion d'échanger, de voir. Donc on voit les potentialités qui existent. Moi, j'ai été vraiment très, quand j'ai fini mon discours à 3h12 du matin, dans la nuit, de l'écrire, et vraiment, j'ai souligné, on ne cherche pas de nouveaux maîtres. Mais je pense que quelqu'un comme Vladimir Poutine, qui justement est dans une situation où lui-même doit s'imposer dans un monde qui a plutôt tendance à imposer tous les dictats et les oukases occidentaux sur le reste, on peut s'en inspirer et voir que bon, c'est possible de s'en défaire. Il faut, et sans pour autant devoir traficoter nos textes, etc. Tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas un enfant de cœur.
Lorsque j'étais à Sochi, il y a un média allemand qui m'avait interviewé au téléphone pour me dire, mais est-ce que c'est vraiment un exemple, la Russie? J'ai dit, je ne suis pas à la recherche d'un exemple. Et là, j'ai envie de dire, je ne suis pas à la recherche d'un enfant de cœur. Quand je discute avec la Russie, je vois un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Comme nous voulons une réforme du Conseil de sécurité pour nous libérer du carcan français, bon, c'est un interlocuteur dans ce domaine-là où on peut... Et puis, c'est quelqu'un qui nous donne la liberté d'expression, quand même, parce que il y a des sommets France-Afrique, il y a des sommets Chine-Afrique, il y a des sommets Allemagne-Afrique, Japon-Afrique, mais je crois que c'est la première fois où on a invité un parti politique de l'opposition dans un sommet de chefs d'État, et puis quand on a dit, bon, faut parler... ça, c'est à retenir. Ah, ça, franchement... Oui. Alors, on est presque arrivé au terme de cette émission. Oui. Déjà? Déjà. 14 décembre 2020... Pardon les Ivoiriens, pardon. Je sais qu'il y a les Gors, les Gbagbouriens, je sais qu'il y a les pros de Ouattara, je sais qu'il y a les Guillaume Soro et compagnie. Je pose juste une question, ok? Si le 14 décembre 2020, Amadou Coulibaly devient président de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Si le 14 décembre 2020, Mamadou Coulibaly devient président de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on va voir la Côte d'Ivoire renaître. Parce que les principaux conflits qui ont lieu en Côte d'Ivoire sont d'origine foncière, déjà. Et le point cardinal du programme du professeur Coulibaly, c'est de faire la réforme foncière, de faire le cadastrage du pays et de rendre la propriété de la terre aux paysans. Quand les colons sont venus, partout en Afrique, au Cameroun c'est pareil, ils sont venus, ils ont trouvé des populations locales qui habitaient là, ils ont arraché la terre. En 60, quand ils ont donné l'indépendance, au lieu de rendre la terre à ceux à qui ils les ont arrachés, ils ont dit, bon, on va mettre la terre appartient à l'État et puis on va mettre un régime hyper présidentiel. Mamadou Coulibaly, quand il va arriver, le premier coup de fil qui va passer, c'est d'appeler l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. On les a déjà vus, bien sûr, mais là, ce sera en tant que président ayant prêté serment. Il va les appeler, il va leur dire, voilà, moi, je veux qu'on puisse faire le cadastrage de tout le pays et qu'on distribue les titres fonciers. Quand vous avez un titre foncier, vous avez une propriété, vous pouvez entrer dans le marché hypothécaire, vous devenez responsable, vous pouvez vendre, louer. La richesse commence par là. En Europe, la révolution industrielle est partie des enclosures en Angleterre, mais c'est la même chose qu'on va faire. Et en plus, il sera le président de la République qui va renverser le système en ce sens qu'il va instaurer le régime parlementaire. Il va apprendre aux Ivoiriens à lui demander des comptes, à demander des comptes à la classe politique. On nous dit toujours, ouais, mais vous, comment vous allez faire? Lui, c'est vrai, il fait ses émissions du jeudi, mais quand il sera président... Jeudi, c'est Coulibaly. Voilà. Mais quand il sera président, est-ce qu'il va continuer? J'ai l'habitude de répondre, quand il sera président, le jeudi, là, vous le verrez chaque semaine à l'Assemblée nationale. C'est bizarre, il me fait penser à un certain Patrice Talon qui, quand il arrivait à... Voilà, on s'est dit, ouais, enfin... Enfin, c'est vous qui avez peut-être pensé ça, hein, parce que Patrice Talon, quand on l'a vu arriver, franchement, moi je l'ai vu venir en France ici, et son premier discours, sa première visite officielle, alors déjà ça, Mamadou Coulibaly président, il ne fera pas sa première visite officielle en France. Ça, là même, vraiment, ça va changer. Où? Ah, il la fera là où il voudra, mais il ne viendra pas en France, ce ne sera pas son réflexe. Patrice Talon, je l'ai vu ici faire son premier discours dans lequel, depuis Paris, en tant que président élu, en première visite officielle à l'étranger, qui dit « J'ai besoin que les coopérants français reviennent au Bénin parce que l'administration, ils sont pas très... » Alors, je dis, ceux qui espéraient autre chose de Talon, bon, sont peut-être un peu beaucoup naïfs, quoi. Non, je pense que les hommes laissent des traces. Les hommes laissent des traces. On ne peut pas s'étonner du comportement de quelqu'un au pouvoir alors qu'il avait le même comportement quand il était dans l'opposition, mais on se disait « Ah, mais il n'est pas au pouvoir ». Non. La façon dont tu te comportes avant le pouvoir donne des indications. C'est vrai que le fauteuil présidentiel en Afrique, il est doux. Oui. Il est doux, Juka. C'est sucré. C'est mal doux, comme on dit à Abidjan. C'est sucré. C'est mal doux. C'est-à-dire que c'est les pouvoirs du pape, d'un roi, d'un président.
c'est tous les pouvoirs à la fois. Donc le problème, ce n'est pas de qui est dans le fauteuil, c'est de changer la forme du fauteuil, de faire que le fauteuil devienne tellement inconfortable. Voilà, que quand on a qu'il fini, rétrécisse au fur et à mesure du mandat. Donc quand on a fait ces 5 ans, ou bien ces 2 fois 5 ans, si on a bien travaillé, qu'on est content de partir et qu'on s'éclate après. Voilà, c'est le fauteuil qu'il faut changer et ça, Koulibaly va le faire. Et puis, dernière chose, si Koulibaly est président, je pense que c'est vraiment l'homme qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un gros travail à faire. Il y a un immense travail à faire. Mais le travail vient certes de la personnalité de la personne qui est au pouvoir, mais ça vient aussi des différents leviers qu'on active. Plus de justice sociale dans le pays. Et puis, c'est quelqu'un du Nord qui est aimé au Sud, qui vient d'être élu dans une localité du Sud, qui n'a jamais eu un maire autre que originaire de cette localité-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à te recevoir. Écoute Paris, reviens quand tu veux et surtout, tiens bon. Merci infiniment de m'avoir convié. C'est un honneur d'avoir été invitée dans Écoute Paris. Je reviendrai avec plaisir. Voilà. Alors, c'est la fin de cette émission. Évidemment, je vous retrouve très prochainement sur Vox Africa. Restez connectés.